Une lecture spirituelle de l'énéagramme. Pourquoi le 1 et le 1? Pourquoi le 6 et le 6? Pourquoi le 8 et le 8? Voilà, c'est ce qu'on va regarder spontanément maintenant. Donc ça m'est venu comme ça et je suis donc heureux de vous le partager. Voilà, tout simplement, l'énéagramme s'inscrit naturellement dans une transmission orale. Personne mieux que vous peut découvrir qui vous êtes, la manière dont le mental fonctionne de votre côté. Ce n'est que très tard que l'idée de formation d'école énéagramme est arrivée. En réalité, quand vous avez tout simplement la connaissance de la figure, eh bien après vous pouvez tout simplement réfléchir par vous-même, aller vers une investigation toujours plus profonde. Donc peut-être que je vous proposerai dans quelque temps une formation en ligne, quelque chose de structuré, de construit. Mais je voulais avant ça partager librement, voilà, sur l'énéagramme, et c'est pourquoi depuis 2-3 ans, je crois qu'on est à peu près à 300 vidéos qui ne parlent actuellement que de l'énéagramme. Ça pourrait aider certains d'entre nous, vraiment ça pourrait aider des enfants qui se sentent pas forcément bien, ça pourrait apaiser certaines relations familiales, ça pourrait aider tout simplement à mieux comprendre la différence, comprendre que l'autre fonctionne de manière différente. Alors, on n'est pas un numéro, vous m'entendez souvent le dire, et effectivement, quand je présente l'énéagramme, je présente souvent le fait que le mental, que l'énéagramme raconte la manière dont le mental filtre l'expérience. Et à ce titre-là, ce n'est pas enfermant du tout, puisque l'énéagramme a pointé une dynamique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue en nous quand on va bien, qu'est-ce qui se passe également quand on va mal. Donc on peut se demander finalement qu'est-ce que l'on est. Et c'est en ça que l'énéagramme aussi est un outil spirituel, on pourrait dire, et en même temps logique. Dans la mesure où il est très difficile, ça procède d'un manque de logique que de vouloir s'associer à quelque chose qui est perçu et qui, en plus, est partagé par le plus grand nombre, qui est partagé par des centaines de millions d'êtres ou, pour pas dire des milliards. Donc, est-ce que je ne suis que ça? Est-ce que je ne suis qu'un profil énéagramme? Ou est-ce que je suis une conscience qui peut percevoir ce profil? C'est pas parce que je suis conscient que je suis une conscience qui perçoit simplement un programme, puisque l'énéagramme, c'est la personnalité. La personnalité est une somme de pensées, de croyances, c'est une histoire. Ne confondons pas le corps, qui a une vie propre, avec la personnalité. La personnalité est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui change tout le temps. Voilà. Donc, par exemple, ce qui était très important pour vous à 10 ans, probablement qu'à 30 ans, ça allait beaucoup moins. Ce qui est très important à 20 ans, parfois à 40 ans, on l'a totalement laissé tomber. Donc, on peut se demander si je suis quelque chose en mouvement, quelque chose qui est effectivement empreint d'état émotionnel, sur lequel effectivement j'ai aucun contrôle, ou est-ce que je suis encore une fois une conscience qui perçoit ce qui est. Alors, effectivement, on peut utiliser aussi l'énéagramme comme un outil de développement personnel, mais est-ce qu'on peut le réduire à ça, à du développement personnel? Eh bien, c'est une bonne question, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Voilà. Donc, on va regarder tout simplement, on pourrait dire les 9 premières blessures, on pourrait dire spirituelles, pour le dire ainsi. Alors effectivement, je ne parle pas trop de spiritualité, je parle de la réalisation du soi. Voilà. La spiritualité, finalement, on peut vite s'y perdre, et donc ça peut prendre toute notre énergie, toute notre énergie mentale. La spiritualité peut être quelque chose de très séduisant et finalement ne pas vraiment nous aider à avancer. Donc je partage plutôt une investigation directe, profonde, une observation, une question finalement, qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, cette question, il n'y a que vous qui pouvez vous la poser. Et peut-être c'est intéressant de se la poser très rapidement. Sinon, on avance dans la vie sans savoir où ça va. Même si la réponse est très bateau, très simple, qu'est-ce que je recherche réellement dans la vie? Qu'est-ce qui est important réellement pour moi? Qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que je veux être en paix? Est-ce que je veux être bien, être confiant, avoir du courage, vivre spontanément? Est-ce que je veux que ça soit fluide dans ma vie? Qu'est-ce que je recherche réellement? Et donc une fois qu'on a répondu à cette question, ben, on sait comment on va utiliser l'énéagramme. Si effectivement ce que je veux, c'est m'entourer de partenaires qui m'aident à devenir millionnaire, bon, ben là, peut-être qu'il faut utiliser l'énéagramme comme un outil de développement personnel. Par contre, si vous recherchez, c'est quelque chose d'autre,
J'aimerais être bien maintenant. J'aimerais me sentir bien. C'est important de se rappeler des fois que quand on a commencé à s'intéresser à l'énéagramme, quand on a découvert l'énéagramme, en fait, qu'est-ce que je recherchais au fond? C'était quoi que je recherchais réellement? Alors, donc l'énéagramme n'appartient à personne, voilà, et donc encore une fois, même si aujourd'hui, eh ben voilà, on veut faire des écoles, voilà, des formations, etc. En réalité, personne mieux que vous peut expérimenter l'énéagramme. Il faut souvent du temps. Voilà, ça peut réellement nous aider. Et donc, on ne s'y intéresse que si on a envie, bien sûr. Et donc, on peut simplement rappeler que l'énéagramme n'appartient à personne. On ne sait même pas d'où vient l'énéagramme. Certains veulent y voir un lien direct avec l'Afghanistan. Pour d'autres, trouver un lien direct avec l'Antiquité. Pour d'autres, c'est l'Inde ancienne. Et donc, voilà, faites-en ce que vous voulez. Voilà, utilisez-le comme vous le souhaitez. Alors, une petite lecture maintenant, les 9 premières blessures. Pourquoi le 1 et le 1? Pourquoi le 6 et le 6? Pourquoi le 7 et le 7? Alors, on pourrait dire que la conscience est une. Voilà, pour le dire ainsi. Donc, la conscience est une. La vie est comme elle est. Et le mental ne vit que par séparation, ne vit que par division. Donc, il veut naturellement valider certaines choses et s'éloigner d'autres choses. Quelque chose ne peut pas être à la fois blanc et noir. C'est l'un ou l'autre. C'est juste ou faux. C'est l'été ou l'hiver. Et donc, le mental a des préférences. Donc, la première des blessures, on pourrait dire, c'est que dans un monde où tout est en mouvement, où tout est impermanent, eh bien, certains d'entre nous vont avoir envie de défendre quelque chose. C'est-à-dire, je veux défendre ça. Ça, je le veux. Ça, j'aime. Et ça, j'aime pas. Avec l'idée de perfection, mais on associe aussi des fois au mot de perfection le mot de réformateur. En réalité, certains d'entre nous, on porte cette première blessure spirituelle qui est qu'on n'est plus dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est, mais on veut réformer les choses. C'est-à-dire que je veux que ma table soit propre. Je veux que ma relation amoureuse soit parfaite. Je veux que tout se passe parfaitement au travail. Donc j'ai une idée précise, c'est le propre du mental, j'ai une idée de ce qui devrait être, et je vais défendre ça. Me voilà déjà dans la division, la séparation. Et donc je vais aider l'environnement à changer. Deuxième blessure spirituelle, c'est-à-dire mon mental crée la séparation, crée la division. Me voilà deux, moi avec ma perfection, et ça là-bas qui est imparfait et qu'il faut changer pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir l'accepter. C'est-à-dire je n'accepte plus la vie telle qu'elle est, je veux la changer. Ça, c'est la deuxième des blessures. Comme j'ai fait tout un tas d'efforts pour changer la situation et que je me suis associé au résultat de ce qui s'est passé, c'est-à-dire me voici l'agissant, c'est-à-dire que j'ai l'impression de contrôler les choses. Il y a eu un changement, quelque chose a bougé, forcément, puisque tout est impermanent, et je m'associe à ce changement. Et je me dis, grâce à moi, la situation a changé. Et donc, je veux, troisième blessure, être reconnu pour le fait que j'arrive à changer les choses, que j'arrive finalement à être premier, à passer premier la ligne d'arrivée. Effectivement, juste avant, il y avait encore l'imperfection et la perfection, et puis on était deux. Et puis voilà, pas que j'ai réussi à modifier la situation, en tout cas c'est la sensation que j'ai. Donc je porte un masque. C'est-à-dire maintenant, j'ai besoin d'être reconnu pour le fait que c'est moi qui arrive à changer les choses, que c'est moi qui arrive à les contrôler, à les modifier. Et donc ce masque social, c'est la blessure 3. C'est-à-dire je ne suis déjà plus authentique. Je suis déjà totalement coupé de ce que je suis, puisque j'ai besoin de porter le masque. Le masque de celui qui arrive premier, qui arrive à changer les choses, qui arrive à passer au-delà, pour le dire ainsi. Alors bien sûr, ce masque que je porte, ce masque social, blessure 3, m'amène à ne plus être authentique, et m'amène donc à me couper totalement de mon ressenti émotionnel, de mes émotions, de mon corps et de ce qui s'y passe. Blessure 4. La blessure 4, ça va être cette sensation qu'il manque quelque chose. Mais j'ai déjà oublié ce qui me manque.
J'ai déjà oublié que ce qui me manque, c'est que je ne suis plus dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Je veux la changer. Donc il y a une envie. Alors pas forcément une envie matérielle, parce que j'ai peut-être déjà compris que tous les objets du monde ne pourra pas me rendre heureux ou heureuse. Mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et je ne sais pas ce qui me manque. Donc je vais commencer à vouloir exprimer ma différence de manière artistique. Et ça aussi, on peut le voir finalement comme une blessure. Cette sensation qu'il manque quelque chose et je ne sais pas d'où ça vient. Donc, j'envie quelque chose, j'envie que les choses soient encore là, autrement que comme elles sont. Donc, je suis coupé de moi-même, je suis coupé de mon ressenti, je suis coupé de l'être-té, pour le dire ainsi, blessure 4. Comme je ne sais pas d'où vient ce manque, comme j'ai oublié le fait que ce qui me manque, c'est le fait d'être avec ce qui est comme c'est, jusqu'à me rendre compte qu'on ne peut pas être avec ce qui est comme c'est, puisqu'il n'y a que maintenant, voilà, qu'il n'y a que le soi. Voilà. Comme j'ai oublié ma nature véritable, je veux comprendre le monde. Je veux pouvoir comprendre ce qui me manque. Et donc c'est une autre blessure, c'est-à-dire penser que la connaissance va m'apporter ce qu'il me manque. La connaissance, c'est parfait, mais la connaissance ne va pas m'apporter ce manque que je me suis moi-même infligé. Donc cette connaissance, essayer de comprendre mentalement un monde que mon mental a créé. C'est-à-dire que mon mental est lui-même finalement au cœur de la problématique. C'est-à-dire que à l'origine, j'étais un avec ce qui est. On peut repenser au petit enfant qui est tout simplement dans l'acceptation, hein, c'est le rire du Bouddha, c'est la joie tout simplement d'être. Et donc la naissance du mental crée cette séparation, cette division. Avant la naissance du mental, je ne suis pas séparé de l'environnement. L'environnement n'existe pas. Je suis ce qui est. Et donc mon mental crée une séparation et je vais vouloir comprendre quelque chose que j'ai moi-même créé. Donc naturellement, cette connaissance ne m'amènera pas à obtenir ce que j'ai. Et par contre, pour nourrir cette connaissance, pour continuer à me remplir intellectuellement, je vais me couper totalement de l'environnement. Je vais me couper volontairement des autres. Je vais m'isoler volontairement des autres. Pour pouvoir nourrir la vie du mental. Non pas le cœur, le corps dans sa globalité, la vie dans la globalité, mais quelque chose de spécifique. Et cela m'amène donc à me sentir coupé, isolé, et donc à vouloir à un moment donné regagner quelque chose, une équipe. Comme maintenant je suis seul sur Terre, eh bien on va, avec la blessure 6, vouloir justement gommer cette séparation, et pour cela, dans un monde qui est inconnu, étranger, dangereux, je vais vouloir regagner une équipe. Voilà. Et donc ça c'est la blessure 6, c'est-à-dire nourrir eh bien, la suspicion, le doute, la peur, vouloir se prémunir. Me voilà en insécurité. Je veux pouvoir me reposer mentalement sur quelque chose de stable. Donc je crée la séparation. Et donc je veux effectivement regagner quelque chose qui mentalement me semble stable. C'est les cow-boys contre les Indiens, pour le dire ainsi. C'est-à-dire j'ai besoin d'appartenir à un groupe, à une formation. Et on va donc, pour nous protéger, nous, contre les autres, eh bien, ériger des barrières, un château. Alors, tout cela, effectivement, m'amène à la blessure 7. La blessure 7, c'est que j'ai peur de souffrir. J'ai peur, finalement, de manquer, d'être privé. En réalité, je me suis déjà privé de la vie. Parce que j'ai érigé une barrière entre ce que je peux effectivement accepter et que je défends avec loyauté et le reste. Donc la blessure 7, c'est effectivement cette sensation d'être privé. Mais je suis responsable de cette privation parce que c'est moi-même, à travers mes blessures spirituelles, qui a créé cette séparation. Et je n'accepte pas ce qui est comme c'est. Donc comme je ne l'accepte pas, eh bien j'ai besoin naturellement de pouvoir aller toujours vers un autre futur. C'est-à-dire je ne suis plus présent.
Je suis dans une projection sur plus tard. Donc là, le mental n'est plus relié à ce qui est, mais à une projection mentale qui n'existe que dans mon esprit. Blessure 7, cette sensation d'être privé, cette sensation qu'il manque quelque chose que je vais pouvoir atteindre plus tard grâce à mes efforts. Donc tout ça m'amène dans un monde qui est dangereux, rempli de manque, rempli de peur, rempli d'imperfections. La vie devient une jungle que je ne comprends pas, une jungle où l'autre ne reconnaît pas mes efforts. Et donc je dois protéger ma force. C'est-à-dire que je finis par vouloir me démarquer, je finis par vouloir naturellement être seul contre les autres. Voilà le propre du mental, un mantra du mental. Et donc le 8, eh bien c'est ça, c'est le blessure 8, c'est vouloir avoir un impact fort sur son environnement. C'est-à-dire que le mental n'arrive pas à se calmer lui-même, il n'arrive pas à se sécuriser lui-même. Même en étant entouré d'une équipe, je finis par avoir peur d'être trahi par les miens. Donc ça m'amène à vouloir m'isoler. Et donc le 8, cette blessure, c'est effectivement, on pourrait dire, l'avoir un impact fort sur son environnement, contrôler, dominer son environnement, quitte à écraser la vie, quitte à faire du mal à la vie. Et donc je rêve au milieu de la guerre, puisque le 8 vit la guerre, je rêve de paix et d'harmonie. Et donc cette paix et cette harmonie, pour finalement, et ça c'est la blessure 9, pour pouvoir la vivre pleinement, j'ai besoin de me mettre en retrait. J'ai besoin finalement que tout le monde, toutes les individualités s'effacent pour être simplement en paix avec ce qui est. Mais je m'efface moi-même. Je m'efface et j'oublie complètement que je ne sais pas qui je suis. Finalement, de porter toutes ces blessures-là, j'ai aucune idée de ce que je suis. Je suis complètement coupé dans mon élan. Il n'y a plus de spontanéité. J'ai peur de vivre du conflit, j'ai peur de vivre de l'inconfort. Je ne sais plus où mettre les pieds. Mon mental a créé un monde tellement dangereux, tellement incompréhensible, rempli tellement de manques, que je ne sais plus quoi faire. Et me voilà, blessure 9, dans l'immobilisme. Et donc, cet immobilisme, qui est une paix de surface en réalité, ce n'est pas une paix profonde, ce n'est pas une paix d'être. C'est une paix qui est sous condition. Et donc, on a tendance, c'est la blessure 9 aussi, de mettre de côté tout ce qui ne nous plaît pas. Et donc, jusqu'à nos propres souffrances. Jusqu'à oublier qu'en réalité, je suis une conscience. Et me voilà perdu dans un grand monde incompréhensible. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais même pas dans quelle direction aller. Parce que le monde n'est qu'une projection mentale. Et l'énéagramme montre 9 mondes différents. Et donc, cette reconnexion avec ce que l'on est, le fait d'être avec ce qui est comme c'est, ramener de l'attention ici, se demander finalement où nous sommes, où est-ce que je suis. Est-ce que je suis un petit bonhomme perdu dans l'univers? Donc, en réalité, c'est à la disposition de tous, cette simple reconnaissance, et elle n'appartient pas à un courant spirituel en particulier. Et d'ailleurs, quand vous réalisez votre nature, cette idée même de spiritualité tombe, en réalité. Il reste simplement être avec ce qui est comme c'est, jusqu'à se rendre compte qu'il n'y a rien à faire pour être avec ce qui est comme c'est, puisqu'il n'y a que maintenant, qu'il n'y a aucun effort à faire pour être. Et que naturellement, on peut se demander ensuite, où suis-je? Est-ce que je suis localisé dans l'espace? Ou est-ce que je peux spontanément expérimenter la vie sans me prendre la tête? Et c'est cette pleine présence à ce qui est qui donne cette paix d'être. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien dans le monde, parce qu'il se passera toujours des choses dans le monde. Mais par contre, il n'y a plus de résistance avec ce qui est. La première des blessures, on l'a vu tout à l'heure, je n'accepte pas que tout est changeant,
dans un monde impermanent. Et là, j'accepte simplement que ça y est, tout change en fait. Et j'accepte, et comme il n'y a pas de résistance avec le fait que tout change tout le temps, eh bien, je vis simplement cette paix d'être. Il n'y a pas de résistance avec l'émotionnel, ça devient fluide. Ça va où ça doit aller. Et à ce moment-là, l'énéagramme a joué son rôle. C'est-à-dire, à ce moment-là, l'énéagramme ne sert plus à rien, puisqu'on parle de la réalisation du soi. Et on l'atteindra jamais, hein, puisqu'on n'atteint pas la réalisation. La réalisation, c'est déjà ce qui est maintenant, s'il n'y a aucune résistance. Le problème, c'est qu'un profil énéagramme, ce n'est que des résistances. Et donc, l'énéagramme met des mots très précis sur ces résistances. Voilà. Donc, reste à savoir, finalement, si je peux m'observer à travers ces résistances, ces programmes, ou si je veux pas faire ce travail, parce qu'il n'y a aucune obligation. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous trouverez de quoi me joindre si vous souhaitez, ou pas d'ailleurs, parce qu'encore une fois, je suis tellement heureux de vous proposer tout ça, spontanément, peut-être. À bientôt. Au revoir.